Les chercheurs africains sont pauvres et misérables. Les chercheurs africains, en grande majorité, sont pauvres et misérables et la plupart des fois finissent pauvres et misérables. Pour vous expliquer cela, j'ai voulu prendre un exemple avec ma thèse de médecine. J'ai fait la faculté de médecine pendant 7 ans et en 7e année, comme tout étudiant en médecine de ce niveau, je devais préparer mon sujet de thèse. Je travaillais sur une étude en ce qui concerne la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène par exemple. Et j'évaluais comment est-ce que les médecins généralistes prescrivent cette classe de médicaments. C'était une étude CAP. CAP, c'est l'abréviation de connaissances, attitudes et pratiques. Donc il fallait évaluer les connaissances, les attitudes et les pratiques des médecins généralistes en ce qui concerne la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qu'on a l'habitude d'abréger les AINS, chez les médecins généralistes dans 3 villes du Cameroun, la ville de Yaoundé, la ville de Douala et la ville de Bafoussam. Pour ce travail de thèse, j'étais co-dirigé par le professeur Douala Marie Solange, de regrettée mémoire, qui était rhumatologue à l'hôpital général de Douala, et le professeur Louma, qui est actuellement le directeur général de l'hôpital régional, ou plutôt l'hôpital général de Douala, pardon. Alors pour faire cette thèse, il y a un ensemble de choses qu'il faut déployer, pour ne pas dire il y a un investissement important à faire. Lorsque vous voulez faire une thèse, il faut d'abord du temps. Parce que la thèse peut se faire en 1 année, ça peut se faire en 2 ans, dépendamment de la thématique et dépendamment de la complexité du sujet que vous allez traiter. Donc il y a d'abord du temps à consacrer. La deuxième chose, c'est l'investissement sur le plan financier. Ça veut dire quand vous devez faire une thèse de médecine, moi je faisais une thèse dans 3 villes, donc vous devez aller dans les 3 villes afin de pouvoir obtenir et recueillir des données que vous allez par la suite traiter, analyser afin de pouvoir produire votre travail de thèse. Mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg parce qu'en réalité, il y a un gros travail de conception à faire avant. Ce travail de conception commence par la revue de la littérature. Vous devez pouvoir rechercher toutes les études et les travaux qui ont déjà été menés dans ces différentes thématiques-là qui vont permettre de pouvoir compléter votre travail et de pouvoir donc l'étayer davantage, de pouvoir discuter vos résultats. Et ce travail de revue de littérature prend beaucoup de temps et c'est coûteux. Pourquoi? Parce que ça prend du temps déjà, de 1, et de 2, ça nécessite un investissement important parce que vous devez aller dans des plateformes en ligne comme PubMed afin de télécharger des travaux scientifiques de qualité. Et les travaux scientifiques de qualité ont un coût, donc ce n'est pas gratuit, les publications scientifiques de qualité. Vous devez les acheter, vous devez acheter des livres, vous devez aller dans des bibliothèques, vous devez aller dans d'autres facultés de médecine parce que beaucoup de travaux sont faits mais ne sont pas nécessairement publiés, surtout en Afrique. Donc, si vous voulez retrouver certains travaux, si vous restez uniquement sur Internet, ce n'est pas possible. Donc, il faut aller sur le terrain, il faut rencontrer d'autres étudiants, il faut rencontrer d'autres professeurs qui ont déjà eu à travailler sur la thématique. Ça demande du temps, ça demande de l'argent, beaucoup d'argent. Mais comme on est étudiant en médecine, qui doit financer cela? C'est vous-même, c'est vos parents, vous voulez bien soutenir. Donc, il y a d'abord un travail en ce qui concerne la revue de la littérature qui prend beaucoup de temps et qui prend beaucoup d'argent et que vous devez financer vous-même. Ensuite, bien évidemment, vous devez à chaque étape faire valider vos travaux par vos encadreurs, ma co-directrice et mon directeur de thèse. Et si c'est que vos encadreurs trouvent un problème à votre méthodologie, par exemple, vous allez encore rentrer dans la recherche et investir encore de l'argent. Après la revue de la littérature, il y a un élément fondamental, c'est la méthodologie. Parce qu'un travail scientifique, la base, c'est la méthodologie que vous utilisez. C'est ça qui permet de pouvoir mieux apprécier les résultats et savoir si les résultats seront pertinents ou pas. Donc, il y a la méthodologie sur laquelle il faut travailler. Et après la méthodologie, qui prend aussi un certain temps, qui demande beaucoup de recherche, qui doit être validée par vos différents encadreurs, il faut maintenant passer à l'étude proprement dite. Ça veut dire qu'il y a d'abord la collecte des données, avec tout ce que cela comporte comme investissement. Moi, je travaillais dans 3 villes. Il fallait aller à Yaoundé,
aller dans les différents hôpitaux publics, privés, confessionnels et de différentes catégories. Il fallait aller à Douala, il fallait aller à Bafoussam. Ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de l'énergie. C'est un travail de malade. Dès que vous devez aller dans ces différents hôpitaux, il fallait que je rencontre les médecins. Il fallait que les médecins remplissent ce formulaire. Parfois, on va vous insulter. Parfois, on va vous dire, je ne veux pas remplir. Parfois, les formulaires vont être remplis de façon biaisée. Il faut analyser tout ça. Il faut recueillir ces données, ce qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Après ça, vous devez pouvoir traiter les données. Vous allez utiliser des logiciels d'analyse de données comme SPSS, comme EpiInfo. Vous devez travailler avec des statisticiens. Vous devez vous-même vous former en biostatistique afin de comprendre l'analyse des données. Vous ne pouvez pas juste confier votre travail à quelqu'un et vous ne comprenez rien. Donc moi, par exemple, j'ai analysé mes données moi-même, non seulement pour réduire les coûts, mais parce que je voulais aussi apprendre. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande de beaucoup se documenter, ça demande de pouvoir analyser, checker ce que les autres ont fait. Vous avez fini d'analyser, vous devez régulièrement rencontrer vos encadreurs. Moi, j'étais à Yaoundé, mes encadreurs sont à Douala. Il faut régulièrement aller à Douala, les rencontrer, leur présenter le travail. Ils ne sont pas toujours disponibles. Vous devez parfois payer des nuits dans des hôtels, vous devez aller dans des endroits reculés, vous devez interroger un médecin, il est en consultation, vous devez attendre qu'il finisse. C'est un travail de malade. Si on veut faire un travail de qualité, bien sûr. Moi, je voulais produire un travail de qualité, donc il fallait absolument faire cet investissement humain et financier. Dès que vous avez fini de faire ça, vous devez encore aller à la faculté de médecine pour faire les soutenances. C'est-à-dire, il y avait les pré-soutenances, il y avait les soutenances de protocole. Parce qu'avant de faire un travail de thèse, vous devez d'abord faire le protocole. On valide le protocole à la faculté. Donc, je vais quitter Yaoundé, aller à Baganté, faire valider le protocole. S'il n'est pas validé, je dois le refaire, revenir, faire valider. Ensuite, je dois faire le travail de thèse. Dès que je suis à mi-parcours, je m'en vais encore faire valider. Et dès que tout cela est fini, je dois encore venir à la soutenance avec tout l'investissement que ça doit comporter pour pouvoir présenter ma thèse qui peut être rejetée si ce n'est pas bien fait. J'ai fait tout cela. Dès que j'ai donc fini de soutenir ma thèse de médecine, nous sommes en novembre 2014, ce n'est pas terminé parce que vous avez juste une thèse de médecine, mais la communauté scientifique ne l'a pas encore adoptée. Donc vous devez, au travers de cette thèse de médecine, publier un travail scientifique de qualité. Vous devez faire une publication scientifique. Et cette publication scientifique a des canaux qui sont extrêmement rigoureux parce que le travail que vous avez fait doit être compréhensible par la communauté scientifique afin que tout le monde, qui soit aux États-Unis, en Chine, n'importe où, puisse lire votre travail et comprendre ce que vous faites. Ça demande encore du temps, de l'investissement. Ça demande de rencontrer encore vos encadreurs pour qu'à la fin, vous puissiez produire une publication scientifique qui va être publiée dans une revue et qui va être consultable par toute la communauté scientifique en ligne. On parle d'un seul travail scientifique. On parle d'une seule publication. On parle d'un seul travail qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, qui demande l'approbation de beaucoup d'expertise, des professeurs en médecine, la communauté scientifique globalement. Et votre travail peut être rejeté et on peut vous demander d'aller faire des modifications parce que en réalité, on va analyser la qualité de votre travail et la qualité de sa présentation dans le fond comme la forme. Ça, c'est pour un seul travail. Ça, c'est pour une seule publication. Oui, parce qu'elle va aider. Parce qu'aujourd'hui, si un médecin, par exemple, généraliste, voudrait prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens, il peut aller regarder ce travail scientifique-là pour pouvoir voir un peu de manière holistique comment c'est prescrit dans notre environnement, comprendre quelles sont les règles à respecter lorsqu'on veut prescrire les anti-inflammatoires non stéroïdiens et améliorer sa prescription médicale. Ça peut aider les médecins, ça peut aider la communauté scientifique, ça peut aider à comprendre certains phénomènes, ça peut aider à comprendre pourquoi il y a certaines complications qui surviennent lorsqu'on utilise ces médicaments de manière inappropriée. En fait, un travail scientifique permet la compréhension de certains phénomènes, permet de contribuer au développement d'une nation parce que je peux faire un travail scientifique et ça permet à un État de prendre certaines dispositions sur le plan des lois, par exemple, ou alors de pouvoir même définir certains nouveaux protocoles de prise en charge. Ça, c'est dans le domaine de la santé, c'est la même chose dans les autres disciplines. Donc, le travail scientifique est important, indispensable pour permettre le développement d'un pays dans les différents secteurs d'activité. Mais la question que vous devez vous poser, c'est lorsque je finis ce travail scientifique, moi, en tant que chercheur, qu'est-ce que je gagne? J'ai dépensé des millions pour produire un travail scientifique de qualité. J'ai publié dans les revues scientifiques.
Comment je fais pour rentabiliser cet investissement? En fait, pour rentabiliser cela, c'est extrêmement compliqué. Vous allez me dire que je vais vendre mon travail scientifique. C'est vrai que je peux mettre cela sur des plateformes professionnelles en ligne et les gens pourront acheter les articles. Mais un article scientifique coûte combien? Si j'ai dépensé 10 millions pour produire un seul article, je vais rentabiliser cela en combien de temps? Si je dois produire un deuxième article, un troisième article, un cinquième article, un dixième article, ça va prendre combien de temps pour être rentabilisé? Et où est-ce que je vais prendre les moyens pour pouvoir financer ça à chaque fois? Parce que moi, je viens de sortir de la fac de médecine. Mes parents savent que c'est une charge en moins. Je dois pouvoir manger, je dois pouvoir trouver une maison décente où je vais habiter. Je dois pouvoir trouver un emploi, je dois pouvoir m'occuper de ma famille, ainsi de suite. Où est-ce que je prends les moyens pour vivre et en même temps financer à des millions des travaux scientifiques qui ne vont pas m'être utiles à moi-même, mais qui vont aider toute la communauté scientifique, tout le pays à pouvoir se développer? Vous comprenez donc que moi, en tant que chercheur, je ne pourrai jamais avoir assez de moyens pour pouvoir le faire. C'est pour ça qu'il est important de financer la recherche. Parce que dans tous les pays sérieux, on finance les chercheurs. Un chercheur doit pouvoir avoir non seulement le plateau technique qui lui permet de pouvoir travailler, parce que là je parle même encore d'une étude CAP. Je ne parle pas des études qui se font en laboratoire, où il faut un certain plateau technique, il faut certaines machines, il faut certains appareils qui coûtent extrêmement cher. Au-delà de ça, il faut pouvoir faire des recherches bibliographiques, il faut avoir des documents, il faut pouvoir se déplacer, il faut manger, il faut rencontrer d'autres experts, il faut aller, il faut se déplacer, il faut... Mais c'est de la folie. Si les chercheurs ne sont pas accompagnés par leurs États en termes de subventions, le pays ne peut pas se développer. On sera toujours obligé d'utiliser les recherches ou les fruits de la recherche des personnes qui ont eu à travailler à l'extérieur, ce qui ne correspond pas à notre environnement. C'est la raison pour laquelle les pays sérieux subventionnent la recherche. Parce que si la recherche n'est pas subventionnée, si les chercheurs ne sont pas subventionnés, si la recherche n'est pas financée par les États, ce sera impossible de pouvoir produire des travaux de qualité. Parce qu'un travail de qualité, ça nécessite beaucoup d'investissements. Et s'il n'y a pas ces investissements, qu'est-ce que les chercheurs vont faire? Les chercheurs vont devenir des clochards. Les chercheurs vont devenir des mendiants. Les chercheurs vont commencer à produire des travaux à charge. Ça veut dire qu'un laboratoire, par exemple, ou une industrie agroalimentaire, va venir rencontrer par exemple un chercheur, lui donner un peu d'argent, lui dire fais ce travail-ci parce qu'on voudrait que ça permette de valider par exemple nos produits sur le marché ou alors nos médicaments. Et étant donné qu'il est misérable, il sera obligé de faire ce travail parce qu'il cherche de quoi manger. Lorsqu'un chercheur cherche de quoi manger, il devient dangereux parce qu'il va produire des travaux de mauvaise qualité ou alors des travaux biaisés qui vont détruire même la perception. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les livres que vous lisez découlent des travaux scientifiques faits par des chercheurs. Quand vous lisez un livre, en réalité, c'est la compilation de plusieurs travaux scientifiques qui ont été faits antérieurement par rapport à la date d'édition et de publication de ce livre-là. Ça veut dire que si les travaux qui ont été faits ont été biaisés, vous êtes en train de lire un livre qui est biaisé. Vous êtes en train de lire un livre qui est en train de vous manipuler. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui découle de la recherche. Là, par exemple, je suis à l'Ouest Cameroun, dans une magnifique villa qui s'appelle... C'est à Batak, c'est un village qui s'appelle Batak. Là, nous sommes en train de faire la retraite avec les meilleurs vendeurs du Sénic. Vous allez voir que c'est une villa qui est magnifique. Les maisons sont tellement bien faites ici. La décoration, elle est parfaite. Mais en réalité, tout ce qui est fait ici découle des travaux scientifiques qui ont été menés antérieurement. La manière dont on a disposé, par exemple, le gazon ici, la manière dont on a habillé les maisons avec les pierres, la manière dont on a fait la décoration. En fait, il y a des personnes qui ont travaillé avant, qui ont défini des règles, et c'est ça qu'on est en train d'appliquer. Donc, il y a des personnes qui ont mené des recherches avant, pour que nous puissions avoir le niveau de connaissance que nous avons aujourd'hui. C'est la même chose dans toutes les disciplines. Si aujourd'hui vous arrivez dans un hôpital et vous avez une maladie et le médecin vous prescrit un traitement, c'est parce qu'il y a des recherches qui ont été menées avant pour qu'on aboutisse à ce traitement. Ces recherches ont été financées. Ce n'est pas pour rien qu'en médecine, lorsqu'un laboratoire mène des recherches afin de mettre sur pied un médicament et sort dans la spécialité de ce médicament sur le marché, on lui donne l'exclusivité de l'exploitation de ce médicament pendant 10 ans avant que d'autres laboratoires commencent à copier cela sous forme de médicaments génériques. Parce qu'on se dit, ce laboratoire a énormément investi dans la recherche. Donc il faudrait qu'ils puissent rentrer dans leurs investissements et aient dans l'exclusivité de pouvoir distribuer le produit. Mais ici chez nous, est-ce qu'on protège les chercheurs ? Qu'est-ce qu'on met à la disposition des chercheurs pour qu'ils puissent chercher des choses et nous permettre de pouvoir nous développer en produisant un fruit de la recherche qui soit contextualisé par rapport à notre environnement? Si la recherche se développait chez nous, c'est que, par exemple, la médecine traditionnelle devait être très avancée. Mais est-ce que c'est financé?
Est-ce que les chercheurs sont financés? Est-ce que les chercheurs sont accompagnés? Est-ce qu'on comprend même le rôle des chercheurs? Ou alors peut-être c'est fait à dessein? Parce que j'ai envie de penser que parfois ça peut être fait à dessein. Parce que vous devez vous imaginer qu'un chercheur, s'il est financé, s'il devient autonome, il devient aussi gênant, il devient aussi exigeant, il commence à ne plus accepter un certain nombre de choses. Quand on commence à lui dire fais ça, il dit non, moi je ne peux pas le faire parce que je suis un chercheur, parce que j'ai des moyens, parce que j'ai les moyens de ma politique. Donc, clochardiser les chercheurs peut aussi être une stratégie pour éviter que ces chercheurs ne deviennent gênants. Parce qu'en réalité, je vous ai seulement pris le cas avec mon petit travail de thèse qui n'est même pas vraiment méticuleux. Un vrai travail scientifique demande beaucoup d'investissement. Et quand vous voyez un chercheur qui devient un clochard, parce que dans notre environnement, vous regardez les universités, vous regardez les laboratoires dans les universités, il n'y a rien. Vous regardez les matériaux avec lesquels les chercheurs travaillent, c'est rudimentaire. Et vous comprenez directement qu'un pays dans lequel la recherche ne se développe pas, c'est un pays qui ne peut pas se développer. La problématique du financement de la recherche dans notre environnement est très importante. Et quand la recherche est financée par des privés, c'est une recherche qui est orientée. C'est une recherche qui va forcément inciter à des consommations de produits manufacturés qui découlent de ces industries. Vous pensez que je peux avoir une industrie, je finance des chercheurs pour mener des études concernant les produits manufacturés de mon industrie et je vais laisser qu'ils disent que ces produits sont mauvais? Non. Donc lorsque la recherche n'est pas financée par l'État, les industriels prennent donc cela en main, achètent les chercheurs, les financent pour que ces chercheurs deviennent les haut-parleurs des produits agroalimentaires, des produits cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des produits globalement de l'industrie. Parce que l'industrie comprend donc que comme les chercheurs sont des clochards, on va les utiliser pour produire un travail de recherche qui est biaisé. Tout État qui veut se développer doit financer la recherche et doit permettre à ces chercheurs de pouvoir être puissants en mettant à leur disposition tout le nécessaire. Si ce n'est pas fait, on aura des chercheurs qui vont quitter notre environnement pour aller faire la recherche ailleurs. Donc, ils vont produire ce qui permet de développer d'autres pays. Ou on aura des chercheurs qui sont des clochards et qui deviennent donc des mendiants au pied des industries et qui deviennent donc un danger pour notre population. Si c'est stratégiquement fait parce qu'on veut que les chercheurs restent des clochards et donc ne soient pas gênants, d'accord? Ça va être dans une stratégie qui est mise en place pour ça. Mais j'invite tous les chercheurs à se mettre ensemble et à travailler ensemble parce qu'un chercheur seul ne peut pas faire grand-chose parce qu'il n'aura jamais assez de moyens pour le faire. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais donc parler de cette problématique de la recherche dans notre environnement en Afrique. Et vous comprenez donc pourquoi à un moment donné, les gens arrêtent de faire la recherche et commencent le clientélisme. Et c'est ça qui fait en sorte que dans plusieurs secteurs d'activité, nous ne progressons pas. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle chronique. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubissier Business Group.